chers amis européens de Toulouse, cher Jean-Louis Ducluseau, puisque j'ai écrit cette histoire de l'Europe, je l'ai fait non pas en tant qu'historien de métier, mais en tant que témoin engagé qui a vécu le cheminement de l'intégration depuis ses origines, donc au débouché de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à maintenant. Et il me faut tout d'abord m'expliquer à ce propos. Témoin, je l'étais d'abord en raison de mon parcours professionnel de journaliste depuis 1946, année qui fut celle de mon entrée dans la rédaction d'un quotidien parisien du matin, aujourd'hui disparu, l'époque. Je fus d'abord en charge de la revue de presse et très vite affecté au service de politique étrangère. Je travaillais évidemment tard le soir, prenant ainsi, si je puis dire, les habitudes d'un octambule à temps partiel. Ma carte de presse m'a été attribuée dès cette année-là. Je l'ai conservée pendant un peu plus donc de 40 ans, comme la période de retraite, et d'autre part, j'ai été amené, au cours de ces 40 années, à multiplier les expériences dans le domaine de l'information, de la communication et du commentaire, avec une orientation centrale, les questions européennes sur fond de politique mondiale. Principaux médias ouverts, L'Époque, Le Monde, Combat, Le Parisien, le Journal du Dimanche, la Dépêche du Midi même, à une certaine époque en Barcelou, et on était en charge, le Journal du Parlement, etc. Quant à ma vocation de chroniqueur européen, elle s'est donné libre cours puisque pendant plusieurs années, j'ai collaboré régulièrement à l'Avanguardia de Barcelone, au Droit de Montréal, Luxembourger World, L'Avenir à Milan, la Liberté de Fribourg, etc. À partir des années 1960, j'ai occupé successivement les fonctions de rédacteur en chef, puis de directeur politique de la revue, longtemps mensuelle et aujourd'hui trimestrielle, l'Europe en formation, qui pourra donc célébrer ses 60 ans d'existence l'an prochain. Engagé, je l'ai été dès les années d'après-guerre, je l'ai dit, en adhérant au mouvement fédéraliste qui, à l'époque, était très vivant et surtout intellectuellement stimulant. On était dans l'après-guerre, donc à une période de bouleversement profond, de mutation, où des jeunes, à l'époque c'était un jeune, comme certains le sont ici, se trouvaient devant un avenir qui s'ouvrait devant eux, dont on ne savait pas très bien, évidemment, ce qu'il deviendrait. Et en mai 1948, Jean-Louis l'a dit tout à l'heure, à peine âgé de 23 ans, on me demanda de couvrir, pour un quotidien et différentes publications, le Congrès de l'Europe de La Haye, qui réunit 800 délégués et participants venus de tous les pays de l'Europe libre, dans la rue d'Alsace, c'est-à-dire dans la salle médiévale des chevaliers du Parlement néerlandais, c'est-à-dire la salle d'apparat, à La Haye. On a fêté l'an dernier le 60e anniversaire aussi de ce congrès, qu'on peut qualifier sans emphase d'historique, parce qu'il a été à l'origine de la construction européenne. J'y fus invité avec, au second congrès, l'an dernier, avec un autre survivant de cette époque, un peu plus âgé que moi, Guy Dronville, qui a dû présider dans le temps le mouvement européen du Tarn et qui est industriel, aujourd'hui retraité, dans ce département de la région Midi-Pyrénées. La délégation française de 1948 à ce congrès comptait 180 personnalités déléguées. Je citerai quelques noms. Raymond Aron,
Jacques Chaban-Delmas, Koudenov Kalergi, François Mitterrand, Paul Ramadier, Paul Reynaud, ou encore des personnalités hors hexagone comme Adenauer, Denis de Rougemont, Salvador de Madariaga, Altiero Spinelli. Pour moi, le Congrès de La Haye a décidé définitivement de l'orientation de ma propre existence. En effet, je me suis retrouvé engagé et dès 1952, à 27 ans, je deviens secrétaire général du mouvement fédéraliste européen en France. Je suis resté à la barre du mouvement jusqu'en 1973, puis j'ai commencé à m'orienter vers d'autres engagements européens plus larges. C'est ainsi que je me suis impliqué dans le mouvement des Maisons de l'Europe, avec ces maisons des villes, c'est-à-dire aidées par les municipalités fondamentalement, de ce côté du Rhin, et ces maisons de campagne, ces maisons des champs en Allemagne, avec donc là-bas un cadre d'activité un peu différent, des séminaires durant plusieurs jours, la possibilité d'héberger, etc., grâce à l'appui des Länder. Et ces foyers de rencontres ont rendu des services qu'on peut attendre d'une Europe des citoyens en gestation. Échanges, beaucoup d'échanges franco-allemands au début, jumelages, séminaires, débats, rencontres de jeunes. Étant à Paris, j'ai participé donc tout naturellement à la création de la Maison de l'Europe de Paris en 1956, non loin de la place du Théâtre Français et de l'avenue de l'Opéra où se trouvait son siège, et j'en suis devenu l'animateur des programmes quand cette institution s'est transportée dans un hôtel particulier de la ville, dans le Marais, un hôtel qui avait appartenu jadis et naguère à la famille de Sévigné. Et c'était en 1998, je suis resté en charge jusqu'en 2005. Aujourd'hui, je suis resté vice-président de l'institution, prenant quelques distances et très heureux néanmoins d'apporter mon concours à la présidente Catherine Lalumière. Engagé, je l'ai été profondément également au sein d'un organisme qui est peut-être moins connu, le Centre international de formation européenne, avec son Institut européen des hautes études internationales à Nice. Le CIF m'a mis en contact avec des personnalités, bien sûr, universitaires de premier plan, mais surtout communautaires, tels que Walter Hallstein, le premier président de la Commission européenne, le néerlandais Sico Mansholt, qui a fait la politique agricole commune et qui en est le véritable père, le britannique Roy Jenkins, les Belges Jean Rey, le Liégeois, et Paul Horstbach, le Bruxellois, le luxembourgeois Gaston Thorn, et Thierry Hirsch, à Paris, compagnon de Monet et président d'Euratom. Tour à tour, enseignant et manager de ce centre, j'en suis encore l'un des vice-présidents sous la magistrature présente de Jean-Claude Juncker, Premier ministre du Luxembourg et président de l'Eurogroupe. Son directeur actuel, le docteur Harold Marolt, est basé à Berlin et ce bureau de Berlin est opérationnel pour l'ensemble des pays de l'Europe centrale et orientale qui viennent de rejoindre, il y a maintenant 18-20 ans, 21 ans selon les cas, l'Union européenne. Et puis enfin, j'ai par ailleurs accordé mon attention